peux faire une vidéo avec une accroche incroyable et tout le reste c'est nul. Tu vas faire plus de vues que si ton accroche elle est moyenne et que le reste est incroyable. En 2025, si tu veux exister, tu n'auras pas le choix que de créer. En fait, MrBeast, c'est pas quelqu'un qui est vraiment très créatif. C'est quoi qui te drive? C'est le business que tu vas faire à la fin et c'est ce qui va faire que tu vas aller dans cette direction, ou c'est toi, tes choix perso? Comment t'orientes? Est-ce qu'un business qui est dépendant, qui est incarné par son dirigeant, est-ce qu'on peut réussir à le vendre un jour? Moi, j'ai un objectif et j'ai envie d'être milliardaire. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du Tech Show. Alors vous savez, le Tech Show, c'est votre émission qui traite de l'actu digitale, du monde des startups et des entrepreneurs. Et aujourd'hui, donc avec mes associés Mélissa et Ruben, on a la chance d'accueillir Yomi Denzel. Donc Yomi, on est vraiment honoré et ravi de te recevoir dans le Tech Show. Mais Yomi, c'est une star de l'entrepreneuriat et des réseaux sociaux avec une communauté, je crois, sur YouTube de 1,2 ou 1,3 million de fans. Tu partages tes expériences, tu parles beaucoup d'entrepreneuriat, tu encourages les jeunes à devenir entrepreneurs. Et bien sûr, avec moi, Ruben, le fondateur de Follow, donc une des plus grosses agences d'influence marketing, et Mélissa, donc DG de Digital Prod Ores Collective, donc experte donc dans tout ce qui est com. On est vraiment ravis de t'accueillir aujourd'hui. Un des sujets dont on aimerait parler avec toi aujourd'hui, c'est le fait d'incarner sa marque. Alors, il y a une étude qui dit que 70% des consommateurs ont confiance dans une marque qui est incarnée par son dirigeant. Et donc, voilà, le premier sujet dont on peut parler avec toi, c'est faut-il incarner sa marque pour réussir? Je pense que ça dépend. Et je pense surtout qu'il faut bien le faire. Aujourd'hui, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent « Ok, le personal branding, c'est bien. Je vois plein de gens, plein d'entrepreneurs sur les réseaux qui le font, donc il faut absolument que je le fasse. » Et en fait, ils vont le faire à moitié. Ils vont juste se mettre à poster des reels de temps en temps, qui n'ont pas vraiment quelque chose à voir avec leur entreprise, on comprend pas trop ce qu'ils font, etc. Et ça va flopper, ça va pas marcher. Et en fait, ils perdent pas mal de temps à essayer de faire la chose à moitié. Pour moi, le personal branding, c'est soit tu le fais vraiment, soit tu le fais pas. Donc, si tu veux vraiment le faire, ça peut avoir un effet de levier qui est incroyable pour ton recrutement, pour ta communication, pour plein d'opportunités, des deals qui vont t'être apportés à travers ça. Mais il faut le faire correctement. Et donc, il faut être prêt à avoir plusieurs heures par semaine, toutes les semaines, que tu dédies à ça, tu le fais stratégiquement. Il faut une vraie discipline. Il faut une vraie discipline, il faut une stratégie de contenu. Faire du personal branding, c'est pas juste poster des reels de temps en temps et des stories sur Instagram. C'est une compétence, tout comme un leader d'entreprise doit avoir des compétences en management, en recrutement, en organisation. Il faut développer une compétence en personal branding, il faut se former, il faut le faire correctement. À quel moment, en fait, tu vas sur l'étape d'après? C'est-à-dire que tu sors un peu de ce créneau qui fonctionne pour développer, innover. Tu vois, est-ce que des fois, tu te censures pas un peu dans ton rôle en te disant, en fait, ça fonctionne comme ça, donc je vais rester comme ça? Comment tu arrives à pousser les limites et pousser le curseur? Ce qui est intéressant en fait avec une personal brand, c'est que tu crées une connexion avec des gens qui vont aimer ce que tu représentes, tes valeurs, ta personnalité, là où tu vas. Mais ensuite, ça, tu vas pouvoir le monétiser de plein de manières différentes. Donc en fait, tu peux avec une personal brand monétiser ça avec 40 business différents. Tu peux faire un resto, tu peux vendre des formations, tu peux avoir ton logiciel, tu peux avoir une agence, et tu peux vendre à la même audience. À partir du moment où tu as ton audience, voilà. Et que l'audience a confiance en toi, tu peux lui vendre énormément de choses. Exactement. Donc, ce qui est important, c'est juste avoir une espèce de direction, savoir c'est quoi tes valeurs, c'est quoi qui t'intéresse, c'est quoi tes sujets, c'est quoi tes avis. Et ensuite, tu vas attirer un certain nombre de personnes qui résonnent avec ça. Mais ces personnes-là, tu peux leur vendre plein de choses différentes au final. Donc, et justement, est-ce qu'il faut d'abord avoir un produit à vendre et après on construit sa communauté, ou est-ce qu'il faut d'abord construire sa communauté et une fois qu'on a une communauté, on réfléchit aux produits qu'on peut leur vendre? On peut faire les deux. Après, il faut comprendre qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est compétitif. C'est-à-dire que plein de personnes qui ont compris que ça avait un intérêt, il y a plein de personnes qui ont envie de développer leur audience. Et donc, si aujourd'hui, tu n'as rien de spécial dans ta vie, c'est-à-dire que t'es lambda, t'es pas spécialement drôle, t'es pas spécialement intéressant, t'es pas spécialement bon orateur, t'as pas un track record de fou. C'est compliqué de se faire une audience aujourd'hui. Donc tout le monde peut pas y arriver. C'est ça. Donc moi, mon conseil, ce serait plutôt deviens très fort dans quelque chose ou accomplis quelque chose d'intéressant au minimum avant de commencer à parler. À moins que tu sois quelqu'un de très drôle ou de très divertissant, etc. Et donc, par exemple, ce que je ferais si aujourd'hui je pars de zéro,
c'est que j'irai chercher quelque chose qui m'intéresse. Parce que la passion, c'est le truc le plus sous-coté au monde. Moi, je me rappelle à chaque fois de Steve Jobs qui dit, en fait, si t'es passionné par ce que tu fais, tu battras tout le monde parce que tu seras en train de travailler, eux, ils seront en train de se forcer. Et si toi, t'es à coup de motivation et de passion et qu'eux, ils sont à coup de discipline, ben, tu vas de toute façon gagner. Et donc, du coup, ce qui est bien avec les réseaux sociaux, c'est que si toi, t'aimes quelque chose, dans le monde entier, c'est assez sûr que t'es quand même pas mal d'autres personnes qui aiment cette chose-là aussi. Donc, commence à aller à fond dans ta passion, deviens très fort dans quelque chose que tu aimes et ensuite partage ton parcours et ce que tu as appris en le faisant. Et de là, tu vas créer ton audience. Et une fois que tu as cette audience-là, en fait, c'est assez facile de trouver des produits à leur vendre si tu as un peu cet esprit d'entrepreneur derrière. Pour la petite anecdote, c'est que moi, j'ai acheté un jour une formation de Yomi. D'accord. Ouais. Ah. Et en fait, mon petit frère un jour m'appelle et il me dit Ruben, voilà, écoute, il faut que je te demande un truc. Ça fait longtemps que je cherche ce que je veux faire. En fait, je suis un peu perdu et je suis tombé sur Yomi, un gros créateur de contenu qui partage des conseils et il a une formation et j'ai absolument besoin que tu me l'achètes. Quel prix tu l'as payé la formation? Je crois 1000 et quelques euros. D'accord. Et je lui dis putain, 1000 et quelques euros, c'est cher et tout. T'es sûr que Et il me dit ouais, c'est sûr, c'est le leader du marché, etc. Et donc, je lui ai payé la formation, il l'a fait, ça lui a beaucoup servi, pour info. Et ce que je trouve intéressant, en fait, dans ce que tu dis, c'est que il y a une ambiguïté entre l'authenticité, quand tu crées ton personal brand, et la professionnalisation que tu dois y mettre et la rigueur. Parce que tu ne peux pas être que professionnel, parce que tu dois absolument être authentique. Et en même temps, tu ne peux pas être que authentique si tu respectes pas les algorithmes, les formats, etc. Et en fait, je trouve que c'est hyper compliqué quand tu lances ton personal brand, et c'est les conseils que je donnais à mon petit frère, c'est de se dire, déjà, sois sûr que tu as envie de le faire parce que c'est sur du long terme. Et en fait, il y a presque une rigueur sportive à avoir. Mmh. C'est-à-dire que je compare souvent ça à si demain tu veux être tennisman. Pour moi, c'est exactement la même chose quand tu veux être créateur de contenu, que ça soit au service de ta marque ou autre. C'est un planning très précis et c'est là où je trouve que Yomi excelle. C'est vraiment dans cette rigueur-là. Et c'est de se dire, je déroge pas à cette règle. Tous les lundis, tous les mercredis, je crée mon contenu. Et j'ai un planning hyper précis sur ce que je vais faire. À tous ceux qui veulent créer du contenu, je pense qu'il faut vraiment que vous ayez ça en tête en se disant, ça y est, c'est vraiment devenu un métier, le truc. Et si t'es pas prêt à y aller à 200%, ça sert à rien. Ouais, non, et tu mets le doigt sur un truc parce que quand on pense créateur de contenu, on pense créateur, donc on pense presque artiste. Exactement. Mais en fait, les créateurs de contenu qui gagnent aujourd'hui, quand tu regardes MrBeast, c'est pas un artiste. C'est juste un mec très... On a l'impression que tu t'inspires un peu de MrBeast. T'as plusieurs créateurs de contenu qui sont intéressants. MrBeast, c'est le numéro 1. Donc, Ouais. de toute façon, moi, ce que j'aime bien dans ce genre c'est comme dans le business, dans la création de contenu, celui qui fait le plus de vues, de toute façon, il a raison. Au bout d'un moment, tu peux avoir tes avis comme tu veux. C'est que celui qui fait le plus d'argent dans le monde de l'entrepreneuriat, il y a un moment, il a raison aussi, quoi. Et en fait, MrBeast, c'est pas quelqu'un qui est vraiment très créatif. C'est juste quelqu'un qui a énormément de rigueur, qui est très organisé et qui utilise la data, qui utilise la donnée pour apprendre. Toi, tu utilises beaucoup la data, tu fais du split testing sur des vidéos. Oui, carrément. En fait, moi, j'ai tout un process de création de contenu. Si vous voulez, je peux le dérouler. Ça prend un peu de temps, mais nous, on voulait te demander quels sont tes secrets pour faire des vidéos qui font des millions de vues. Ouais, je peux tout dérouler si tu veux. Mais en gros, ce que tu fais, c'est la première phase, c'est une phase de recherche. Et la recherche, c'est 70% du travail, en fait. C'est ce que la plupart des gens ignorent. Déjà, tu vas définir qu'est-ce que c'est ta chaîne. Donc, c'est-à-dire quel type de vidéo je fais. Ensuite, tu vas aller trouver tous tes concurrents. Tu vas faire une liste des 15 plus gros concurrents. Tu vas faire un benchmark. Si tu as déjà des vidéos, toi aussi, c'est aussi intéressant d'aller regarder quelles sont tes vidéos qui ont le mieux fonctionné par le passé. Et donc ensuite, tu vas aller regarder tes concurrents et tu vas te dire, OK, sur les 6 derniers mois, sur les 3 derniers mois, c'est quoi leurs vidéos qui surperforment. Donc si par exemple, ils font 100 000 vues en moyenne, et que tu as des vidéos qui tapent les 300, 400 000 vues, bah tu notes. Tu fais une petite curation de toutes les vidéos qui ont le mieux fonctionné de tes concurrents, tes vidéos qui ont le mieux fonctionné. Ensuite, tu vas aller chercher des mots-clés. C'est-à-dire que tu vas regarder... OK, dans ta niche, je sais pas, t'es coach de sport, tu vas aller regarder programme de sport, nutrition, etc. Tu vas taper ça sur ton réseau social. Donc, si par exemple, tu fais du YouTube, bah, tu vas sur YouTube, tu tapes. De nouveau, tu regardes sur les 6 derniers mois, quelles vidéos ont le fait le plus de vues dans cette niche-là. En fait, moi, je fais un espèce de gros tableau sur Miro où j'ai tout. Oh. Et donc là, comme ça, tu commences à lire les titres, tu vois les miniatures, etc. Et tu commences à comprendre ce qui intéresse ton audience. Parce que ça, quand tu commences, c'est pas intuitif, en fait. Pour toi, 70% de la création d'une vidéo, c'est le benchmark, la préparation. Tu vas regarder, tu réfléchis et tu vas t'imprégner, en fait, de ce que ton viewer regarde et aime et t'essaies de comprendre qui c'est, comment il pense,
qu'est-ce qui l'intéresse. Et une fois que tu as ça, tes idées, elles vont venir assez vite normalement. Et ensuite, une fois que tu as l'idée de vidéo, et c'est là où tu peux être créatif. En fait, les gens, ils essaient d'être créatifs sur l'idée de vidéo, alors qu'il faut être créatif sur la delivery de la vidéo. L'exécution. C'est l'exécution. Donc, tu prends un truc que les gens ont envie de regarder. Et après. Et ensuite, à partir de là, tu le fais à ta sauce. Ouais. Mais essaye pas de toi inventer ce que les gens ont envie de regarder. C'est l'erreur la plus pas courante. réinventer la roue. C'est ça. Donc, tu vas chercher ce que le marché veut, ce que les gens veulent, et tu le donnes à ta manière. Et ensuite, de nouveau, pour comment est-ce que tu délivres ça, là, la grosse erreur que font, même moi, je la faisais jusqu'à il y a 3-6 mois, c'est l'accroche. Bien sûr. Non, tu peux faire une vidéo avec une accroche incroyable. Donc, les 30 premières secondes, elles sont folles. Et tout le reste, c'est nul. Tu vas faire plus de vues que si ton accroche, elle est moyenne et que le reste est incroyable. Et ça, la plupart des gens, ils comprennent pas. Et donc, je passe, C'est ouf. des fois, 1 heure Sur ton accroche. sur une accroche. Waouh, ça c'est un Mais- super conseil ouais. qu'il nous donne. Hein. Et Yomi, Ok. tu trouves pas ça triste, ce que tu viens de dire, qu'aujourd'hui, en 2025, c'est l'accroche qui est important. Et tu te rends compte, et finalement, tu peux raconter Ouais. de la merde. Non, mais les jeunes vont regarder parce que le hook, il est Ouais. là, donc Ouais. ils vont s'arrêter de scroller. Ouais. Et si le fond est dégueulasse, eh ben, c'est pas grave parce que t'auras fait des millions de vues. Et je trouve ça tellement triste pour des gens qui se cassent la tête à faire un fond hyper intéressant, mais qui n'ont pas les codes. Est-ce que c'est pas un peu injuste? Le monde est injuste. Maintenant, c'est à vrai, toi c'est vrai. de comprendre qu'il est injuste Bien et sûr. à t'adapter aux règles. Tu vois. Tellement. Et Après- donc, les règles, en réalité, c'est logique. On est tous confrontés aujourd'hui à des milliers de vidéos qui nous sont Ouais. proposées. Si tu ne peux pas répondre efficacement et rapidement à la question qui est dans la tête de toutes les personnes qui vont regarder C'est ta ouf. vidéo, qui est est-ce que cette vidéo, elle vaut mon temps ou pas? Ouais. Si tu n'arrives pas à Mhm. faire ça, bah, tu as échoué en tant que Ouais. créateur. C'est comme un joueur de foot qui a pas d'endurance, tu vois. Genre, enfin, oui, il a envie de faire des gestes techniques, mais si à un moment tu peux pas courir, bah, fais pas du foot. Donc, si t'as pas envie de faire d'accroche, la création de contenu, c'est peut-être pas fait pour Et T'as toi. raison. après, je pense que cette accroche, c'est aussi un hook, c'est-à-dire que si derrière, il n'y a pas de consistance, il n'y a pas, Oui. tu vois, tout un travail fort, bah, tu vas faire ton coup et après, Et après, ouais, ça part, quoi. Ouais. Non, tu dois aussi, bien sûr, apporter de la valeur. de la valeur. Mais je pense que la plupart des créateurs, si la semaine prochaine, il faut qu'ils se concentrent sur un truc, c'est plus leur accroche que le Ouais. contenu en général. Parce qu'il y a plein de personnes qui font du bon contenu, mais juste, ils vont pas choisir les bons sujets. C'est le premier truc que je disais par rapport à la recherche. Grosse erreur numéro 1 des créateurs de contenu, choisir les mauvais sujets. Erreur numéro 2, faire une mauvaise accroche. Et puis erreur numéro 3, faire un mauvais contenu. Mais ça, c'est assez... Pour moi, c'est le truc le plus intuitif, en fait. D'accord. En vrai, ta vidéo, tu la regardes, tu vois si c'est boring, quoi. J'espère. Quoi. Et donc là, pour résumer, c'est recherche, c'est contenu et c'est data. Ouais, data. En fait, t'as une étude qui est assez folle que j'ai toujours en tête quand j'essaie de créer du contenu. En fait, ils ont comparé les joueurs d'échecs à des experts en géopolitique. En fait, ils ont remarqué que la différence en capacité, en compétence entre un joueur d'échecs professionnel et une personne lambda, elle est énorme. Alors que la différence entre une personne lambda et un expert en géopolitique pour prédire la géopolitique, elle est pas très Énorme. grosse. Ouais. tu vois. Énorme. Et en fait, ils se sont dit, mais pourquoi? Et en fait, la géopolitique, on est dans un environnement qui change tout le temps et il n'y a pas de mécanisme de feedback. C'est-à-dire que tu peux pas faire une prédiction et vraiment avoir à chaque fois le même jeu, exactement les mêmes règles et voir comment ça se passe. C'est plus Bah, incertain. C'est très incertain. Et donc, du coup, c'est très dur de progresser. YouTube, c'est incroyable parce que c'est un feedback Énorme. immédiat, C'est vrai. TikTok, etc. La même chose. Donc, tu as la possibilité de poster une vidéo, de voir exactement combien de vues elle fait, qu'est-ce que les gens commentent, quel est le taux de clic, etc. Et donc, si tu as cette discipline de nouveau de, en fait, créer régulièrement du contenu, aller regarder le résultat, te poser la question, pourquoi est-ce que ça a bien marché ou mal marché? Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Et ensuite, d'implémenter ça dans la vidéo d'après, tu progresses très, très vite. Puis après, moi, le truc qui est en train de révolutionner la création de contenu, c'est l'IA. C'est l'IA. C'est n'importe quoi. On va en parler. Il y a quelque chose C'est- qui m'impressionne chez toi, Yomi. Donc, t'es un très bon créateur de contenu, mais il y en a d'autres. Hein. Chez Ruben, il a plein de créateurs qui ont aussi des millions de followers. Mais toi, t'es excellent et je pense que t'es le meilleur, sur la monétisation.
C'est-à-dire aujourd'hui, tu as une audience, mais tu sais très très bien la monétiser. Comment tu monétises cette audience? En fait, ça dépend fortement de quelle audience tu as. Tu peux avoir des créateurs de contenu qui ont des millions et des millions d'abonnés, mais c'est des enfants et du coup, en fait, les enfants ils ont pas beaucoup d'argent, donc tu peux pas leur vendre grand chose. Donc le seul truc en fait, c'est les pubs qu'il va y avoir sur tes vidéos, mais encore même les pubs qu'on met sur les vidéos de chaîne pour les mineurs sont plus faibles. Et donc toi, par exemple, la tu part fais moins de display, donc de publicité sur les vidéos, ça représente c'est quoi? rien. Ça, je crois que je gagne. Bon, c'est rien. Enfin, c'est quand même beaucoup. Il a réfléchi aussi, voilà. En proportion, c'est peu. Ouais. Je dirais que c'est quoi, 5% de mon chiffre d'affaires, même D'accord. pas. D'accord. Surtout du même pas. sponsoring D'accord. qui te permet de. Le sponsoring, ça va. Là, je parlais vraiment des pubs sur YouTube. Ouais. Mais le sponsoring, là, on fait 1 million par an, donc c'est pas mal quand même. D'accord. Tu fais de l'intégration de produits au sein de tes contenus. En Ouais, fait. c'est ça. Mais après, ce qui, moi, me fait gagner de loin le plus d'argent, c'est quand je mets en avant mes propres business. Du coup, les plateformes aujourd'hui, c'est-à-dire parce que YouTube paye très bien. Après, c'est pas la même vue que TikTok, donc elle est plus dure à avoir. Ouais. Mais TikTok paye aussi très bien. Est-ce que ça te suffit de générer des revenus intéressants? Juste les plateformes? Si je prends que les plateformes, alors déjà, je gagne rien sur TikTok parce que j'ai créé mon compte depuis la Suisse, je crois, et donc c'est pas monétisé. Donc j'ai rien gagné sur TikTok. Instagram ne paye pas. Facebook, j'ai jamais fait l'effort de monétiser. J'ai pas Snapchat, donc je gagne que sur YouTube. Sur YouTube, je dois gagner 15 000 euros par mois en pub ads. Je fais 1 million par an en sponsoring. Et après, avec mes business, c'est 10 à 20 millions par an. Donc, c'est beaucoup plus élevé. Mais Snapchat paye très très bien pour le coup. Ouais. Et les 10 à 20 millions par an, c'est la vente de formation? Principalement, après, j'ai aussi mes logiciels qui. D'accord. Et petit aparté, Twitch, ça t'a jamais. J'ai jamais essayé, mais franchement, je pense que il y a un créneau. En vrai, il y a un créneau. Et l'ancienne patronne de Twitch et de Twitter. Twitch en France, tout à fait. Il faut qu'on me parle peut-être. Je te donnerai les tips. J'ai hésité parce que je pense qu'il y a un vrai créneau entre entrepreneur, business, développement personnel. Sur Twitch, il n'y a pas trop. Tu auras une audience énorme très rapidement, je pense. Et ce que j'adorerais, moi, avec le live, c'est on parlait des boucles de feedback. En fait, je pense que le live, c'est le meilleur endroit pour progresser en tant que créateur de contenu parce que tu as un feedback en live. C'est-à-dire que tu es en train de parler. Là, on fait le podcast. Donc, je dis un truc. Je commence à partir. Je raconte une histoire. Tout le monde s'en fout. Je vais pouvoir voir sur l'écran. Si les gens moins 3, moins 4, moins 5. Et là, tu te ressaisis tout de suite. Et en fait, tu dis autre chose. Donc, en termes d'amélioration de ta capacité à divertir, c'est le summum. Donc j'ai trop envie de le faire pour ça en fait. Ah ben carrément. Et puis avec ton audience, tu vois, tu co-crées en fait ton contenu parce que effectivement ils partent et tu leur dis mais les gars pourquoi vous partez et puis en fait du coup ils disent parce qu'en fait ça nous intéresse pas trop. Par contre ce qui nous intéresserait ce serait ça et en fait du coup ça modèle un peu ton contenu, c'est hyper puissant. Je pense que pour commencer c'est un des meilleurs. Il faudrait faire un tech show en live sur Twitch. Carrément. Vincent, t'es chaud ou pas? Ouais, avec plaisir. On est bonne idée. Ça. Et tout à l'heure, Ruben te parlait du fait qu'il avait acheté la formation pour son cousin, frère. Ouais, frère, mon petit frère, Et en fait, c'est dingue, je trouve, parce qu'il y a tellement d'entreprises, d'écoles qui proposent des formations. Mais à la fin, en fait, toi, tu vas acheter la formation de Yomi. Mais parce que c'est c'est, enfin, après, je te laisse répondre, mais parce que c'est Yomi, en fait, c'est l'incarnation qui fait que mon petit frère avait l'impression de le connaître. Ouais. Et en fait, moi, avant de dépenser 1000 balles, j'ai fait quelques recherches et c'est vrai que c'est une fois que tu as l'impression de le connaître et de te dire il a l'air d'être sérieux, il a l'air d'être expert, il est peut-être, tu vois, un peu touchant. C'est des trucs qui vont faire que tu vas passer émotionnel, qui vont faire que tu vas passer à l'achat. Et c'est ça qui est dingue. Ouais, et j'irais même plus loin. En fait, la connexion émotionnelle que tu arrives à faire à travers ton audience, elle est ultra importante dans le cadre d'une formation parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens, quand ils se forment, ce qui les empêche de réussir, c'est pas qu'il n'y a pas les compétences, c'est que derrière, ils vont pas aller jusqu'au bout. Et donc, en fait, si tu arrives à connecter avec quelqu'un, à le motiver à vraiment passer à l'action et qu'il a l'impression d'être proche de toi et que tu fais ça avec lui, il va être beaucoup plus motivé à regarder les vidéos, à lancer son business. Il va se dire, OK, si Yomi l'a pu le faire, peut-être que moi aussi, je peux le faire. Il va croire en lui. Et ça, si tu achètes une formation dans une entreprise, une personne morale, là, tu achètes la formation, le lendemain, tu n'as pas envie de regarder les vidéos, quoi, en fait. Ouais. Et ça fait toute la différence. Aujourd'hui, ce qui permet aux gens, c'est comme la salle. En fait, pour moi, réussir dans le business, c'est comme réussir à changer ton corps physiquement. C'est-à-dire qu'à un moment, le business, certes, c'est compliqué, certes, c'est dur, mais il y a certaines actions à faire. Et si tu les fais pendant assez longtemps et que tu apprends et que tu fais preuve de persévérance, ça fonctionne. Le problème, c'est que la plupart des gens, quand ils se prennent un mur, ils arrêtent. Ou bien, quand il faut se réveiller le matin et aller travailler, ils ont la flemme. Donc, la chose qui va faire la différence,
C'est est-ce que tu te réveilles tous les matins, tu essaies de lancer ton business, tu persévères même si tu as l'impression d'aller nulle part, tu persévères malgré l'incertitude, malgré le fait que, ok, peut-être que je vais travailler pendant 1 mois dans le vide et que ça va pas marcher, mais si tu le fais pendant assez longtemps, au fur et à mesure, tu réussis. C'est comme aller à la salle. Tu vois, si tu vas assez souvent à la salle, que tu fais attention à ton régime, il y a un moment, tu perds du poids ou tu prends du muscle. Mais on dirait du coup que finalement tout le monde peut réussir. Et en même temps, tu disais qu'il y en a qui n'y arrivaient pas. Mais qu'est-ce qui manque en fait à ces personnes? Pour moi, c'est énormément de motivation, de discipline. C'est que de la motivation, c'est que de la discipline. Après, il y a plusieurs erreurs. En fait, tu as plusieurs problèmes. Le premier plus gros problème, c'est la peur. C'est-à-dire que les gens ont peur. Ils vont pas oser prendre des risques. Ils vont se dire, ils sont dans un état d'esprit en fait où si ils ont envie de travailler et d'être sûrs et certains d'avoir la récompense au bout d'un moment. Et donc ils ne peuvent pas supporter l'idée de se dire, je peux travailler 6 mois et à la fin ça se trouve j'ai genre perdu de l'argent. Ça leur fait trop peur, ils vont pas le faire. Ou alors ils vont le faire parce qu'ils pensent au début que ça va être super facile, que ça va fonctionner et quand c'est un peu difficile, ils abandonnent. Ça, je pense que c'est la plus grosse part d'échec, elle vient de là. La peur de pas oser prendre des risques et pas oser sortir de sa zone de confort. Ensuite, t'as les gens qui vont juste s'arrêter trop tôt. Ça, c'est très courant. Et finalement, mais c'est rare, ça, c'est peut-être 5% des gens, c'est les bourrins qui vont, en fait, faire tout le temps la même chose. Tu vois, ils vont faire un truc, ça marche pas. Et ils vont continuer, ils vont pas se remettre en question. Mais ils font toujours la même chose, ils se remettent pas en question. Il faut savoir prendre des risques et il faut savoir se remettre bien sûr. C'est ça. Mais si t'as cette capacité de sortir ta zone de confort, continuer pendant un long moment et t'améliorer, te remettre en question, changer comment tu fais les choses, si tu le fais pendant assez longtemps, moi je suis persuadé que oui, tout le monde peut réussir. Mais je suis pas forcément d'accord moi là-dessus, même si sur les techniques je suis entièrement d'accord. Mais je pense qu'il y a quand même une part de talent. Alors je dirais pas de talent, mais je sais pas si c'est du talent, de la chance, mais en tout cas il y a une zone d'ombre qui fait que c'est peut-être décourageant ce que je vais dire, mais je ne pense pas que tout le monde puisse réussir. En fait, pour moi c'est un peu c'est un peu mentir que de dire ça voudrait dire que 100% des personnes, s'ils utilisent exactement la méthode que tu viens de donner, c'est que de l'exécution. Alors que c'est pas vrai. Ça voudrait dire que t'as pas de talent ou il y a pas une part que quelqu'un d'autre n'a pas. Et moi, je pense au contraire que t'as quelque chose que d'autres n'ont pas. Et c'est comme un entrepreneur. Pas tout le monde ne peut être entrepreneur. Alors, si tu dis, je pense que pas tout le monde peut avoir les résultats que j'ai eus, mais réussir à avoir un business qui est rentable, si tu le fais pendant 5 ans, que tu fais vraiment preuve de persévérance, que tu te formes, que tu prends des risques, tu sors ta zone de confort, je pense que... T'as déjà vu quelqu'un qui, pendant 5 ans, a essayé de lancer un business, tous les jours, il va au taf, il se forme, il prend des risques, il essaye, et au bout de 5 ans, il a rien. T'as déjà rencontré quelqu'un? En fait, moi, j'ai des personnes autour de moi, ça fait 15 ans, qui galèrent. Alors après, la question qu'on se pose, c'est pour ça qu'on ne sait jamais, c'est est-ce qu'ils galèrent parce qu'ils ne respectent pas un des 3 conseils que t'as donné, ou est-ce qu'ils galèrent parce que ils ont pas de chance, ils ont pas le petit truc en plus, et c'est une vraie question un peu subsistentielle de se dire est-ce qu'il y a une zone d'ombre ou est-ce qu'il y en a pas, et c'est mathématique. Donc en fait, pour résumer, le talent c'est 5% et après c'est que de l'exécution pour y arriver et de la rigueur, si de la persévérance. Le talent, ça va rendre les choses plus faciles pour toi. Je pense qu'il y a... en fait, ce que je dirais, c'est que pour moi, c'est pas absolu. C'est pas genre tout le monde peut réussir ou personne, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes qui peuvent réussir que ce qu'on pense. Oui, ça, il y a beaucoup plus de gens qui en fait pourraient réussir et qui se disent ah non c'est machin 100%. Et qui ne le font pas, que de personnes qui sont en train d'essayer de fou et qui ont en fait aucune chance de réussir. Non mais ça je suis entièrement aligné, et c'est pour ça que là où on est raccord, c'est qu'on compare souvent ça à un sportif de haut niveau. Mais le truc c'est qu'un sportif de haut niveau, moi typiquement quand j'étais jeune, je faisais des détections de tous les côtés. La réalité c'est que si j'ai pas percé, c'est parce que je n'étais pas assez bon. Ça c'est une réalité, je n'étais pas assez bon. Et en fait, il y a tellement de parts de chance quand tu veux être footballeur professionnel, tellement de parts de chance que tu ne maîtrises pas, et tu peux être la personne avec un talent de dingue qui travaille comme un fou, sauf que si tu te blesses, il arrive tellement de choses qui ne dépendent pas de toi que malheureusement en fait pas 100% des gens qui ont le talent sont footballeurs ou qui ont travaillé sont footballeurs. Et c'est un peu le même. C'est pareil pour moi avec. C'est bien plus facile de réussir dans le business que de réussir dans le foot. Une petite anecdote sur Yomi pour que vous vous rendiez compte, Mélissa et Ruben, de la notoriété de Yomi. Alors, j'ai eu la chance de faire quelques vidéos avec Yomi. On a fait une vidéo avec Chris, donc Poisson Fécond, et à la fin de la vidéo, on allait prendre un café. Il n'y avait pas 20 secondes
sans qu'un mec s'arrête pour prendre une photo. 25 secondes. 25 secondes. Mais Vincent, t'es sûr que c'était pas pour toi? Non, c'était dingue. Non, moi, j'espérais. Moi, une ou deux fois par jour, ça m'arrive. Mais lui, c'était complètement dingo. Et puis, en plus, je trouvais que t'étais que t'es très avenant avec eux, très sympa à chaque fois avec tes fans. Alors, c'est quoi, d'ailleurs, cette relation que t'as avec tous ces fans? J'ai jamais eu une interaction négative avec quelqu'un qui me reconnaît. C'est tout le temps positif. C'est que en ligne, ça. C'est que en ligne. C'est bien, Les gens sont trop cool. En fait, c'est le meilleur filtre. C'est-à-dire que les gens qui voient mon contenu, s'ils connectent avec moi, c'est des gens, en fait, avec qui je m'entends de base. Donc, en fait, les gens qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, ils regardent pas mon contenu. Donc, ils vont pas venir vers moi, en fait. Donc, c'est ça qui est vraiment top avec la personne brand, c'est que tu vas repousser les gens qui sont pas comme toi, que de toute façon, t'as pas envie de rencontrer, en fait. Et les gens qui sont comme toi, bah, tu vas pouvoir les rencontrer grâce à ça. Et Yomi, est-ce que c'est un frein pour toi d'avoir rendu du coup ton business, parce qu'aujourd'hui le business c'est Yomi, dépendant en fait de toi? C'est une bonne question et pour aller même encore plus loin, est-ce qu'un business qui est dépendant, qui est incarné par son dirigeant, est-ce qu'on peut réussir à le vendre un jour? Tu sais beaucoup bien mieux que moi. T'as racheté combien de business aujourd'hui? Mais t'as un truc, ça s'appelle une trentaine. Ouais. Une trentaine. Bah, c'est un truc qui s'appelle l'homme clé, quoi. Donc quand t'es dans un business et que t'as une personne sur qui repose une partie importante du business, ben mathématiquement en fait ton business vaut moins. Maintenant le truc c'est que les avantages en termes de croissance que ça va t'apporter de pouvoir incarner ta boîte sont beaucoup plus gros que le discount, que la réduction que tu vas avoir à cause de l'homme clé. Donc pour moi, c'est évident que c'est mieux d'incarner sa boîte si c'est quelque chose qui t'intéresse. Parce que, comme je l'ai dit avant, je pense que quelqu'un qui n'a pas envie de faire du personal branding, ça ne l'attire pas, il n'aime pas, il n'a vraiment pas envie, je lui recommanderais pas forcément de le faire. Parce que ça demande vraiment du travail. Et pour moi, dans le business, tu dois avoir un peu... t'as plusieurs styles d'entrepreneur. Faut pas regarder une vidéo et nous voir ici et se dire « Ah oui, eux, ils ont réussi, faut que je sois exactement comme lui. » Non, même nous tous à la table, on a des styles différents. Donc, c'est pas une obligation, je pense, aujourd'hui. Il faut juste réussir à trouver ses forces et ses faiblesses et jouer sur ses forces. Et moi, j'adore ça, la création de contenu. Donc, j'ai joué à fond sur cette force-là. Et aujourd'hui, j'ai pas le problème que tu mentionnes avant parce que si moi je crée pas de contenu pendant 2 mois, c'est moi que ça saoule. Tu vois, je suis pas en mode oh là là, il faut que je crée mon contenu. C'est plus ok, c'est quand la prochaine fois que je peux le faire. J'ai envie. Ouais. Et même maintenant, je me suis bien mieux organisé. Là, par exemple, la semaine passée, j'ai enregistré 7 vidéos en 2 jours. Wow. Donc ça fait que pendant 2 mois, j'ai plus besoin de tourner de contenu. Incroyable. Et mon équipe en fait avait préparé la majeure partie des vidéos. T'as plein de trucs comme ça, tu peux t'organiser. Et en fait, tu te rends compte que même si c'est aujourd'hui moi qui incarne ma boîte, je peux. Là, par exemple, je vais partir 3 semaines en vacances. C'est pas un problème. Ouais. Mais tu pourrais partir 6 mois en vacances. Et si je m'organise bien qu'est-ce qui se passe sur ton business? Je pense que le plus gros problème, ce serait pas la création de contenu, ce serait plus la stratégie, l'énergie. Ouais. Je pense que un founder aujourd'hui, il y a une étude qui a été faite. Je crois que c'est par Bain, où ils ont comparé sur 20 ans la performance des entreprises où il y a toujours le founder qui est impliqué, VS les entreprises où il n'y a plus le founder. Et les entreprises où il y a le fondateur qui est toujours impliqué, on fait 3 fois plus de valorisation que celles qui ne l'ont pas. Énorme. Et la raison principale, je pense, de ça, c'est que quand tu es fondateur, tu apportes une énergie dans ta boîte. Bien sûr. Que même si tu engages un CEO, il n'aura pas la même énergie. C'est pas c'est pas sa boîte. Il l'a pas créé, il l'a pas vu naître. C'était pas son projet de base. Il est arrivé en cours de route. Et donc en fait, le fait d'être là, d'insuffler cette énergie auprès de tes équipes, si tu pars 6 mois, je pense que c'est le plus gros problème en fait. 3 semaines, ce sera bien quoi. Ouais. Donc est-ce que tu es d'accord? Après, on passera au sujet. Est-ce que tu es d'accord pour dire moi ma vision en 2025? Si tu veux exister, tu n'auras pas le choix que de créer. Et en fait, si tu crées pas de contenu, pour moi, t'existes pas. Si tu veux exister ou que ton business existe, il faut absolument que tu crées sur les réseaux. Et tout le monde sera créateur de contenu. Alors moi, je suis pas d'accord. Je pense que tu vois, tu as des marques type Patagonia où en fait, tu as une culture interne tellement forte que tu n'as pas besoin forcément d'aller créer du contenu parce que ta marque, elle vit sans ça. Elle tourne autour d'une autre valeur, tu vois. Enfin, je pense que c'est pas forcément automatique. Ouais, alors je parlais pas des marques déjà existantes qui se sont créées les 10 dernières années. Je parle là aujourd'hui. Ouais. On passe un cap où on rentre dans un cap pour moi dans la créateur économique qui fait que
si tu crées pas en tant que personne, ta marque, elle performera jamais sans personne derrière, en fait. Ouais. Moi, je pense qu'il y a un joker que t'as pas pris en compte, là. Tu vas me parler d'IA. on va en parler. On va en parler. On est d'accord. Parce que je pense que c'est chaud. Justement, bonne transition sur l'IA. Ouais. Donc aujourd'hui, l'IA, c'est un sujet qui nous touche tous, et toi particulièrement. Est-ce que tu veux nous parler déjà de ton logiciel, de ton nouveau projet, et aussi de comment tu utilises ça? Allez. Comment on dit, Ouais. c'est sous-marin. Donc, il y a un nouveau projet, on peut pas trop en parler, mais alors peut-être comment toi tu utilises l'IA au quotidien. Aujourd'hui, je dirais que 80% de mon script est écrit avec l'IA. Waouh. Alors, Et c'est là où ça fait peur. En gros, là, dans le process de recherche, ce que je fais, c'est que je vais aller isoler des parties de contenu. Donc, par exemple, je vais aller rechercher toutes les vidéos, combien fonctionnaient, qui ressemblent à la vidéo que j'ai envie de faire. Je vais aller regarder toutes les accroches, combien fonctionnaient, etc. Et je vais prendre tout ça, je vais tout mettre dans un énorme prompt. Et en fait, je vais reverse engineer le script à partir de là. Et donc, après, ça me donne plein d'idées de scripts, de phrases que je peux mettre. Et en fait, mon rôle aujourd'hui en tant que créateur de contenu, c'est plus d'écrire la vidéo, c'est plus vraiment de d'écrire ce que je veux dire, c'est plus de sélectionner ce que je veux dire. ok. C'est-à-dire qu'en fait, je vais Ouais. faire écrire plein de trucs à l'IA, je vais lancer plein de trucs, plein de prompts dans plein de conversations différentes, C'est machin. vraiment le Et en fait- scientifique du content. Ouais, En fait, c'est ça, c'est le scientifique du hein, content. c'est le Einstein du content. Et ensuite, mon rôle, c'est plus un rôle d'évaluateur. C'est plus de se dire, ah, ok, ouais, cette phrase, ouais, ok, je la prends, je l'aime bien, copier, Ça, Ça, hop, ça te je la mets. ressemble, ça te Voilà. ressemble moins. Mais je n'écris Ouais. rien. Enfin, j'écris les prompts. Et tu as toujours cette même méthode, en fait. C'est hyper intéressant. Hein. Ouais. Là, tu vas rechercher, tu vas benchmarker, C'est c'est ce qui toujours marche. la En fait, ça c'est marche. Yomi, je l'imagine dans une salle avec des gants blancs et en train de faire, tu vois, c'est ouf. Et après, ce qui est trop sous-coté, c'est que sur ChatGPT, tu as la mémoire. Enfin, je sais pas Ouais. si vous l'avez. Mm. Tu peux enclencher la mémoire. Et en fait, mon ChatGPT, c'est ce que j'ai réalisé la semaine passée. En fait, il te donne des réponses de fou. Mais sur les ChatGPT des autres, c'est pas la même Ah, chose. oui, Parce c'est qu'il te connaît, il te connaît. Parce qu'il ouais. te connaît. Ouais, parce qu'il Ouais. me connaît. Et donc, en fait, j'étais là, en fait, je parlais à mon équipe et j'étais en mode, mais ils m'envoyaient des résultats de texte et je disais, mais c'est nul, utilise ce prompt. Et je lui envoie mon prompt qui fait des résultats de fou chez moi, il le met sur son Incroyable. ChatGPT et c'est nul. Et en Mm. fait, c'est à ce moment-là que j'ai compris. Je me disais que le monde de mon équipe faisait n'importe quoi, mais en fait, non. C'est juste que mon ChatGPT était entraîné depuis des mois où je lui ai donné du feedback, quoi. Et ça, c'est une vraie question. Moi, je me suis amusé à mettre quelle est la meilleure agence d'influence marketing en France. Ouais. Moi, il m'a sorti Follow en premier. J'étais comme un ouf. Ouais, non, J'étais mais saucé. Je me suis dit, ça part sur LinkedIn, c'est parti. Et il y a mon pote qui fait pareil. Ouais. C'est pas Follow qui tombe. Ouais. Mais c'est quoi? C'est parce qu'en fait, il est entraîné. Bah, c'est à... le GSO. Ouais, en fait, il en est... fait, ChatGPT, du coup, il va regarder toutes tes anciennes conversations et il va prendre, il peut aller stratégiquement rechercher des informations dans ces conversations. Et il va aussi adapter son ton, sa manière de parler à comment toi tu parles. Ouais. Et donc, du coup, c'est ça qui se passe beaucoup avec le script, c'est que moi, je lui donne des exemples de scripts que j'aime et je fais ça plusieurs fois d'affilée, etc. Donc, il comprend que j'aime ça. Et donc, il va m'envoyer la même chose. Et en fait, c'est risqué parce que du coup, il s'adapte à ta personnalité. On parle beaucoup des bulles algorithmiques sur Oui. TikTok où en fait, je sais pas, t'es démocrate aux États-Unis, tu vas voir que des trucs contenu. démocrates et Ouais, du bah coup, oui. tu vas te dire que les républicains ils sont complètement fous et inversement. Exact. Et ben, ChatGPT te fait la même chose. C'est-à-dire que Ça biaise. il se biaise en fonction de ce que toi tu penses et il va être plus d'accord avec toi Ouais. à cause de ça. Et donc, tu vas t'auto-convaincre que tu as raison de plus en plus et tu pars dans des délires. hyper Et il y a- dangereux. et c'est très dangereux. Il y a Ouais. des personnes qui font des psychoses à cause de ça. Donc, par exemple, des gens qui sont paranoïaques. Il y a eu des cas qui ont été recensés où en fait ça augmente leur paranoïa parce que le ChatGPT s'adapte à eux et Incroyable. rentre Ouais. dans leur jeu et du coup ils sont de plus en plus paranoïaques. Ouais. Et il n'y a pas un prompt qui permet de stopper cette... Tu peux en fait dans les réglages dire je ne veux pas activer la mémoire et donc à ce moment-là il prendra pas en compte ce que tu lui as dit par le passé pour répondre. Ok. Mais Ouais. c'est dangereux parce que quand tu pars en débat avec tes amis, maintenant souvent le réflexe c'est ah ok je vais regarder sur ChatGPT. Mais donc du coup ChatGPT vu qu'il est adapté à ta personnalité. Et pourquoi en fait est-ce que c'est le cas? Les intelligences artificielles elles sont entraînées pour essayer de te satisfaire.
Ils En sont fait, assez un bienveillants, c'est vrai humain, qu'ils sont assez voilà, ils sont bienveillants. bienveillants. Un humain, qu'est-ce qui est satisfait? C'est quand il a Quand on raison, lui c'est dit quand bravo. on lui dit qu'il est, Follow reste qu'il est la beau, meilleure etc. agence. Voilà, Ça, il y a pas de. Vu On est qu'il a d'accord. envie d'être C'est ça. heureux, il va te dire, et je sais pas si vous l'avez remarqué, à chaque fois que tu Ouais, poses il est une très question, il te bienveillant. dit, oui, très bonne question, Mais c'est c'est- fou Ouais, que tu ouais. aies pensé à C'est ça. énorme. J'utilise ChatGPT pour mon programme alimentaire de sèche. Ouais. Et je me rends compte Ouais. qu'à chaque fois, je lui envoie une photo en mode est-ce que je peux manger ça? Moi, je sais que c'est pas top, Et il mais je vais t'encourage me quand même. convaincre avec ChatGPT. Il me dit bon, c'est pas la folie, mais exceptionnellement. Et je me dis mais en fait, il est trop gentil avec Ouais, moi. trop gentil. Ouais, ouais. Et est-ce qu'on peut revenir à ton projet Ouais. sur, Il veut pas en sur parler. l'IA, exactement. Tu veux pas en parler, mais il y a quand même quelques. Ah, c'est une journaliste. C'est une journaliste. En fait, c'est la Élise Lucet du digital. Ouais, je Tu sais vois. pas. On Elle a va fait te des faire parler. recherches. On a fait des recherches. ChatGPT le dit. Voilà. On parlait plutôt de comment monétiser son audience en tant que créateur de contenu. C'est une question que je me suis posée depuis, depuis 4 ans. C'est comment je fais pour monétiser encore mieux mon audience. Et en fait, j'ai évalué quasiment tous les business. C'est-à-dire que en fonction de ton audience, tu as plusieurs business qui peuvent être intéressants en tant que créateur de contenu. Si tu as une audience très grand public, comme par exemple un Squeezie ou un MrBeast, ce qui marche extrêmement bien, c'est les boissons. C'est pas pour rien que les Kombucha. deux, ils ont, enfin, il y en a un qui a une boisson et l'autre qui a du du chocolat chocolat, etc. Donc Ouais. de la nourriture inconsommable qui se vend dans les Ouais. supermarchés, parce que tu touches un public tellement large. Chocolat de Mistral, c'est le chocolat le plus cher Voilà. de France. Hein, Et- Parce qu'en fait, comme tu dois le faire importer, tu payes des taxes, tout ça, Ouais. Ah ouais. ça coûte un bras. Moi, j'en ai acheté pour mes enfants. Ah ouais. Donc, c'est... Et Il faut- mais ils peuvent se le permettre parce qu'ils ont une connexion tellement forte avec leur audience. Donc ça marche extrêmement bien. Il y a aussi Logan Paul qui a fait la même chose avec les Et boissons. ça marche etc. par exemple ce qu'a Mais- fait Squeezie ou pas? Bah, On sait ma pas. prédiction, c'est que s'ils font pas d'erreur sur la distribution, Ouais, c'est ça. ça devrait fonctionner. Ouais, il y a aucune raison. Ouais, à moins que le goût soit pas bon ou que la distribution soit Parce qu'il a fait un problématique. gros bad buzz au lancement. Moi, ça c'est la France. Hein. Ouais, de ouf. Ah ouais, Dès de le ouf. moment où tu veux gagner de l'argent, tu vas te C'est- prendre un bad buzz. Et en plus, C'est- le bad buzz, il est dingos, mais Ouais. il en a fait un, quoi. Parce Ouais, que- non, mais c'est normal. Tu regardes, hein, tous les créateurs de contenu qui font vraiment de l'argent ont des bad buzz. Hein. Ouais, Que ouais. ce soit Logan Paul, MrBeast, Toi, t'as eu un Squeezie, gros bad buzz Alors, non, j'en ai T'as plein, une moi. vidéo que t'as fait aussi qui est très drôle. C'est que Ouais. t'as convoqué tes haters Ouais. pour t'expliquer en one-to-one avec eux. Alors, est-ce que tu peux nous parler Ça, nous- c'est énorme. parce que ça, Génial, c'est hein. vraiment très fort. Quand t'es créateur de contenu, tu vas forcément avoir des haters. Et ce que je trouvais drôle, c'était de pas simplement avoir un commentaire, mais de voir qui y a derrière ces commentaires Ça, c'est un délire. et de s'expliquer en vrai. Et en fait, ce que tu réalises quand tu parles en vrai à ces personnes, c'est qu'en fait, t'es beaucoup plus d'accord que ce que tu penses. Par exemple, moi, je dis dans une vidéo, je sais pas, pour perdre du poids, le plus important, c'est pas d'aller à la salle, etc. Non, je suis pas d'accord. Et en fait, le plus important pour moi, c'est clairement la salle, etc. Et donc, du coup, bah, là, on n'est pas d'accord. Le mec, il rage, il met un commentaire. Mais en fait, si on était à côté, il pourrait me répondre. Il pourrait me dire, ouais, moi, je suis pas d'accord avec toi. Et ensuite, moi, je vais lui expliquer, oui, la salle, c'est important, mais ce qu'il faut Bien privilégier, sûr. c'est la nutrition. Et après, il va dire, Ouais. ah oui, c'est vrai. Et en fait, ah, on est d'accord, c'est juste qu'on s'était mal compris. Ouais. Mais ça se passe jamais Tu t'es en réconcilié ligne. Ça, dans cette tu l'as vidéo, sur tu t'es Twitch. réconcilié avec beaucoup Ouais, de... sur Twitch, Tu l'as ouais. dit. T'es réconcilié avec beaucoup Ouais, de haters. on là, était ouais. tous presque d'accord Ouais, dans mais la vidéo. attends, il y a quand même une Mm. différence entre. Et, Mais- finalement, Oui. bon, on flottera. Est-ce que, en Mais, fait, ouais, finalement, tu vois, c'est ça. en fait, ce qu'il faut se rendre compte, tu sais, Je sais pas, tu peux répéter ce que tu dis. quand j'étais à l'université, une fois, il y a un prof qui est arrivé en début de classe et il a dit on essaie un nouveau logiciel qui permet en fait de donner des feedbacks sur le cours en étant anonyme. Parce que voilà, on sait que si on demande à la fin du cours qu'est-ce que vous en avez pensé, tout le monde dit que c'est bien parce qu'on n'ose pas, etc. Donc je vais mettre ce truc qui vous permet de donner vos feedbacks en anonyme. Et donc au début, le cours commence, voilà, il se passe rien. Et au bout de 5 minutes, il y a quelqu'un qui réalise qu'il peut écrire wesh, la première meuf là devant, elle est trop bonne. Et ensuite un autre qui commence à mettre des trucs sexuels. Et, puis Bah oui. et en fait, tu vois que ça part dans tous les sens. En fait, les commentaires TikTok, c'est la même chose. C'est des gamins qui ont envie de dire quelque chose de drôle ou d'intéressant, qui va faire réagir pour avoir des likes sur leurs commentaires. Et donc, c'est uniquement parce que c'était anonyme que les personnes osaient mettre ce truc à l'université. Et- C'est la même chose dans les commentaires TikTok. Est-ce qu'il y a un commentaire qui t'a vexé ou qui t'aurait... Ah, ça fait jamais plaisir quand t'as des personnes qui critiquent ce que tu fais, etc. C'est jamais plaisant. Mais après, en tant que créateur de contenu, tu t'habitues en fait. Ouais, mais sauf que je trouve que quand même nous, chez Follow, on a vraiment créé un département psychologique. Ouais. Parce que là, on a une créatrice qui a perdu 70 000 abonnés sur un bad buzz.
Et je trouve que ça fait quand même flipper quand ton business, il est que sur ta personne et quand t'as l'impression, en fait, ça, le danger, c'est d'avoir l'impression que tout ce qui se passe sur les réseaux, c'est ce qui se passe dans la vraie vie et que tu vas descendre de chez toi et les gens vont te sauter Bien dessus. sûr. Alors que c'est pas le cas du tout. Mais ça fait quand même flipper quand ça t'arrive et que en un mois, t'as l'impression de voir que le négatif. Et quand tu perds 70 000 personnes, c'est quand même malaise. Tu vends plus la marque, quoi. C'est toi la marque. Et je trouve, enfin, c'est vrai, ça arrive à plein d'influenceurs, enfin, même des célébrités. Je sais pas, Will Smith, je me rappelle aux Oscars, qui avait qui avait mis une claque et qui finalement perd tous ses contrats, qui d'un coup, en fait, tout flanche parce que à un moment, il dérape. Ouais. Vous avez vu c'était quoi la commission d'enquête là sur TikTok? Ouais. Il y a le moment où Nasdaq s'est dit. Toi, non, tu l'as j'ai pas regardé. Non, parce que toi, je pense pas que vis-à-vis des mineurs, tu leur donnes pas un mauvais exemple. T'es plutôt un coach bienveillant. Non, mais moi, ce qui m'a marqué, c'est quand Nasdaq s'est dit, vous rigolez de la santé mentale des créateurs de contenu. Et en fait, c'est un truc où t'as tout à fait raison. Moi, j'ai la chance de bien supporter le stress et d'être assez solide mentalement, etc. Donc, je le gère assez bien. Mais c'est vrai que quand je regarde toutes les choses difficiles que j'ai eues dans ma vie à traverser, c'est que c'est quand même une vraie pression. Donc, je me dis, quelqu'un qui... Moi, j'aime bien les choses difficiles. J'aime me mettre dans des situations stressantes, etc. J'aime bien. Mais pour une personne qui a plus envie d'avoir une vie paisible, etc., créateur de contenu, n'y va pas. Parce que, en fait, ton cerveau n'est pas... En fait, en tant qu'humain, on a été créé, designé pour une autre époque où en fait c'était très important ta réputation. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui dit de la merde sur toi, dans ta petite tribu à l'époque des hommes des cavernes, c'est un vrai problème parce que ça se répand et tu peux limite te faire ostraciser. Tu peux plus faire partie et tu meurs quoi. C'est grave. Et donc il y a des études qui ont été faites où la douleur de la honte elle est presque aussi forte qu'une douleur physique pour un humain. Et donc les réseaux sociaux c'est ça. Mais à une échelle qui n'est pas compréhensible pour le cerveau humain. T'es fait pour encaisser 3 personnes qui te critiquent. T'es pas fait pour encaisser 3 millions de personnes qui te critiquent. Et ce que certains créateurs de contenu se prennent, c'est ça. On a parlé de comment émerger. Tu nous as donné, t'as vraiment été très généreux dans le partage sur comment réussir dans la création de contenu. Et quels seraient maintenant tes conseils après pour durer? Pour moi, c'est vraiment quand je parlais de mon process, c'est vraiment la phase de recherche, en fait. C'est que la plupart des créateurs de contenu qui réussissent, c'est juste qu'ils ont à un moment, parce qu'ils sentent un bon coup, parce qu'ils sont la bonne personne, par rapport à la bonne trend au bon moment, ils ont une recette qui fonctionne. Mais les gens se lassent, les gens passent à autre chose. Et donc, si toi, t'es connu parce que tu faisais des vidéos sur Fortnite où tu réagissais aux nouvelles cartes, tu vois, c'était le truc de l'époque et t'as percé grâce à ça, il y a un moment où ça marche plus. Et donc, tu dois trouver autre chose. Et donc, si toi, t'as juste fait ça un petit peu par hasard, ben, tu vas pas réussir à te renouveler. Mais du coup, tu as besoin de cette compétence où tu dois aller remettre en question, comprendre ce que les gens ont envie de voir et réussir à leur apporter. Ouais, et ça, c'est un skill, c'est une compétence et que beaucoup de créateurs de contenu n'ont pas, malheureusement. Et ça, c'est une discipline que tu t'imposes, c'est pas tous les ans où tu te dis, là, il faut que je me remette en cause, il faut que je réfléchisse à Moi, c'est un truc que je fais tous les mois, en fait. Enfin, c'est tous les mois, tu as juste un peu la direction du type de contenu que tu vas faire. Je trouve que tu as vraiment pivoté, toi, dans l'image que tu renvoyais dans la création de contenu que tu faisais en tant qu'entrepreneur. C'est que pendant un temps, on t'a beaucoup vu avec des gens de télé-réalité, t'as fait des jeux concours, etc. Et ça a été un tremplin de dingue, je trouve, pour tes contenus. Et bien avant le scandale avec Magali Berda et tout, je trouve que t'as hyper bien pivoté, t'as anticipé et tu t'es dit, il faut que je sors de là. Et je trouve que tu l'as fait de manière brillante parce que je pense que pendant 2 ans, t'as effectué un peu ce changement où aujourd'hui, si je peux me permettre, je trouve que t'es beaucoup plus crédible pour une audience que tu ne touchais pas du tout avant. C'est un truc que tu dois naviguer où, en fait, t'as un vrai problème dans la création de contenu où t'as un espèce de tension entre popularité et crédibilité. 100%. C'est-à-dire que 100%. c'est très si tu t'en fiches d'être crédible, tu t'en fiches de ton image, franchement, percer, c'est vraiment facile. Genre, c'est-à-dire que si aujourd'hui t'es prêt à te faire détester de la plupart des gens, tu vas sur TikTok, dis juste un truc, environ 80% de la population n'est pas d'accord avec. Mais tu auras toujours 20% qui sera d'accord avec toi. Exactement. Et vu que tu dis un truc qui est tellement choquant, bizarre, avec lequel la plupart des gens ils raisonnent pas,
Ils vont commenter, ils vont regarder, ils vont être énervés. En fait, ce que tu veux faire en tant que créateur de contenu, c'est créer de l'émotion. Sauf que c'est beaucoup plus facile de créer de la rage que de créer de l'inspiration, tu vois. De perdre sa dignité. Il y a certains qui sont faits aussi. mais- Certains créateurs qui perdent leur dignité pour faire du buzz. C'est ça. Donc, Mais donc, du coup, en vrai, si tu t'en fiches de ton image et de ta crédibilité, c'est facile de percer. Si maintenant tu veux percer et en plus avoir une bonne image, là, tu es sur un degré de difficulté qui est beaucoup plus élevé. Et donc, tu dois faire un parallèle. C'est-à-dire que si tu veux vraiment être le créateur de contenu irréprochable, etc., en vrai, c'est un vrai handicap pour faire des vues. Donc, après, c'est à toi de décider où tu mets le curseur. Et aussi, tu vois, moi, par exemple, je suis confronté plusieurs fois sur mes vidéos. Des fois, j'ai envie de faire une vidéo où je suis beaucoup plus technique et j'ai envie de dire des trucs mais vraiment tu peux perdre de l'audience. mais ça intéresse moins de gens. Ouais. Et donc, du coup, tu as toujours ce parallèle où tu te dis, est-ce que j'essaie de faire les trucs qui m'intéressent ou qui intéressent les gens? Est-ce que j'essaie de faire les trucs qui m'apportent le plus de crédibilité ou qui font le plus de vues? Exactement. Et c'est pas l'un ou l'autre, c'est tu dois chercher le bon mix Tu à chaque m'avais fois. fait quoi. une vidéo, tu m'avais dit ça. Tu m'avais dit de pas utiliser trop de mots techniques. Ouais, Tout ça. Il me dit, ouais. tu m'avais dit, tu maîtrises très bien ton sujet, mais essaye de Ouais, vulgariser. ouais. Comme si on expliquait à un enfant de 6 ans ce que c'est que l'acquisition de trafic ou ce que c'est que l'emailing, tout ça. Il faut être beaucoup plus pédagogue. Et Ouais, t'es- c'est ça. Après, ça dépend ce que tu recherches. Si tu veux, par exemple, une audience ultra qualifiée, très spécifique, tu peux faire des trucs très, très techniques. Mais si tu veux de Être mass la market. grosse visibilité, t'es obligé. Moi, j'avais une question sur le fait de te censurer finalement dans, tu vois, les contenus, parce que effectivement, tu as le côté très généraliste, mais tu peux faire plus de technique. Et en fait, à quel moment, c'est quoi qui te drive? C'est le business que tu vas faire à la fin et c'est ce qui va faire que tu vas aller dans cette direction, ou c'est toi, Ouais. tes choix perso? Comment t'orientes? En fait, j'ai pas fini de développer là-dessus, mais en fait, tu as plusieurs business en tant que créateur de contenu. Donc, je parlais justement des consommables, mais en fait, tu as d'autres business et en fonction du type de business que tu veux cibler, tu peux avoir une audience différente. C'est-à-dire que si tu veux faire des consommables, tu as besoin d'être très mainstream, très grand public. Si tu veux, par exemple, je sais pas, tu as une agence, là, tu n'as pas besoin d'être méga mainstream. Tu as juste besoin de cibler exactement le petit nombre d'entreprises ou de personnes qui vont travailler avec ton agence. Donc là, tu peux être beaucoup plus technique. Et du coup, moi, c'est un espèce de milieu que j'essaie de chercher où aujourd'hui, j'ai pas envie d'être ultra grand public. Faire du divertissement, ça m'intéresse moins que de faire de l'éducation. Moi, ce qui me passionne, c'est apprendre des trucs, partager mes connaissances, etc. Et donc, j'ai un espèce de juste milieu et j'ai réalisé qu'avec l'IA, je pense que j'ai une opportunité toute particulière aujourd'hui d'avoir une audience assez smart, assez déterminée, lancer des business, envie de se développer, etc. Donc, qui correspond beaucoup à ce que moi, j'ai envie de créer comme contenu et qui, en plus, serait exactement le bon client pour un logiciel que je suis en train de créer. Et donc là, j'ai le meilleur des Dont deux tu ne mondes. peux pas parler. Non, je peux pas parler. et donc j'ai le meilleur des deux mondes parce que je crée du contenu qui me plaît Bah et qui, oui. en plus, me permettra parfaitement de De monétiser servir. mon Ouais. business. Peut-être que derrière. dans les commentaires, les personnes peuvent tenter de deviner quel est ton Ouais, projet. peut-être En qu'ils vrai, vont ils trouver. pourraient, Peut-être qu'ils vont trouver. Ouais. Et j'ai une autre question, parce que effectivement, tu te développes sur finalement pas mal de business différents. Est-ce qu'à un moment, quand tu vois les Squeezie, les MrBeast, Ouais. ça sort même de ce que tu fais de façon plus classique? Est-ce que tu te vois, c'est quoi l'étape d'après, la big thing que tu Bah, veux... là, moi, j'ai un objectif Qu'est-ce que tu et veux j'ai faire? envie d'être milliardaire. C'est un Ouais. peu mon truc. Alors ça, c'est c'est tout, fou. c'est pas- ça Non, mais- va, c'est non, mais pas- c'est fou c'est un parce que petit en fait, objectif. t'as beaucoup de gens qui ont cet objectif. Bien Non, mais sûr. t'as beaucoup de gens qui ont cet Qui objectif, l'assument mais il y a pas. peu de gens qui Ouais. l'assument. Qui l'assument, Et qui ouais. disent, t'as un objectif, tu veux être milliardaire en combien de temps? Bah, idéalement, en moins de 10 ans. Après, En moins de c'est 10 plus long, ans, c'est pas milliardaire. grave, c'est pas grave. Et la méthode, c'est quoi, Yumi, pour être milliardaire? La méthode, c'est en général de. On cherche la la data. Ouais. Alors, ce que j'ai fait, du coup, c'est que je suis allé prendre. Bah, pour être Les- clair, les faut acheter 3000, la formation de Yomi. Déjà. Bah, j'ai pas de formation pour devenir Ouais, milliardaire. milliardaire. Ça, c'est un truc d'ailleurs. Plein de gens disent que je fais une formation pour devenir millionnaire. Ce n'est pas le cas. La D'accord. formation, je n'ai jamais promis aux gens qu'ils allaient devenir millionnaires en certains le achetant sont ma quand même formation. Il y en a qui le sont devenus. D'accord. Il y en a plusieurs. Mais non, ma formation, c'est essayer de lancer un business rentable. Je promets Voilà. pas le Ouais, million. c'est Tu vois, déjà- devenir millionnaire, c'est quand même très compliqué. Mm. Moi, mon but, c'est plus essayer de permettre aux gens de. Ok, tu pars, t'as un travail et t'as envie d'être indépendant ou d'avoir Bien ton sûr. propre business. Ça, je pense que c'est déjà un objectif qui est difficile, mais qui est atteignable si on s'en donne les moyens. Et c'est ça que j'ai envie d'aider. Millionnaire, il y a un moment où c'est très difficile. Ouais. Tu vois, millionnaire, pour le coup, c'est comme footballeur pro. Tu vois, suis il d'accord. faut vraiment y aller, quoi. Et milliardaire, c'est gagner la Ligue des Ah, Champions. ouais, ouais. C'est-à dire que Est-ce que tu sais, il y a combien de milliardaires dans le il y en a monde? 3000. Ah, d'accord, monsieur est très Et renseigné. non, parce que Et du en coup, France je suis allé prendre. En France, on a quelques centaines. Ouais. Je suis allé regarder la liste des milliardaires Forbes et donc j'ai tout reverse engineer aussi, tu vois. Donc je fais à chaque fois le même C'est process. génial. Tu commences par la recherche et alors, en général, la plupart des milliardaires aujourd'hui
se sont faits avec une entreprise principalement. Donc, il y a beaucoup de personnes en tant qu'entrepreneur qui ont envie d'avoir plein d'entreprises en même temps. En général, c'est une entreprise qui scale et la manière la plus rapide, c'est dans la tech. Donc, les logiciels, etc. Et il faut se positionner sur des transformations de la société. L'éducation. Donc, L'IA. Et Le en football. plus de ça, tu rajoutes à ça, tu faut te positionner sur des trucs où tu as des avantages, des unfair advantages, donc des choses que toi tu peux faire mais que la plupart des gens ne peuvent pas faire. C'est la même chose sur le contenu. Si tu as un truc que tu peux dire que la plupart des gens ne peuvent pas dire, c'est un énorme avantage. Si tu as un track record que la plupart des gens n'ont pas, c'est un énorme avantage. Bah, dans le business, c'est la même chose. Donc du coup, j'essaie de combiner tout ça. Je me dis, qu'est-ce que j'ai de particulier que la plupart des gens n'ont pas? Ah, ma personal brand. Du coup, il faut que je trouve un moyen de faire de la tech sur l'IA en lien avec ma personal brand. On va trouver son projet, on va le trouver. Et du coup, j'ai trouvé mon truc. En tout cas, moi, je vous souhaite à tous de devenir milliardaires, mais n'oubliez pas mais n'oubliez pas quand même que la richesse est dans le cœur. C'est vrai. C'est vrai. Est-ce que tu n'as pas peur, quand tu dis comme ça, je veux être milliardaire, de choquer certaines personnes? Parce que si tu as une audience francophone, non, mais c'est une audience. Aux US, ça passe nickel, mais t'as raison. C'est hyper courageux de le dire parce que si tu as une audience francophone, en France, les gens, il y a beaucoup de gens que ça choque. Est-ce que tu peux comprendre ou tu t'en... Non, mais en fait, tu sais, on parlait avant off, tu disais que j'étais décomplexé par rapport à l'argent. En fait, le truc, c'est que moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire que vraiment, je ne comprends pas cette attitude. Mon père est nigérian. Donc, c'est peut-être de là que ça vient. Vous savez, en France, on est très complexé par rapport à l'argent et on souvent fait le parallèle avec les États-Unis. On dit, ouais, aux États-Unis, tu parles d'argent, tout le monde kiffe, etc. En France, tu te fais rager dessus. Alors, t'as la France où tu te fais rager dessus, les États-Unis où ils sont contents, et t'as le Nigeria où les gens sont super contents quand tu parles d'argent, tu vois. Genre, c'est presque un truc divin, tu vois. Genre, t'as de l'argent, c'est un blessing, genre, c'est bien, t'as la grâce qui est sur toi. Si t'as de l'argent, c'est une bonne chose, tu vois. Donc, je pense que ce contraste, et ma mère aussi, ma mère, en fait, elle s'en fiche complètement de l'argent. C'est-à-dire que ça l'intéresse pas, mais elle va pas non plus avoir des a priori négatifs par rapport à ça. Elle est indifférente. Et mon père, il adore l'argent. Et donc, en fait, je pense que j'ai grandi dans une famille où juste, on s'en fiche de l'argent, on en parle comme, tu vois, tu dis, t'as gagné combien d'argent hier? C'est dire, c'est la même chose que dire, est-ce que t'as mangé quoi? Enfin, il y a pas de problème, quoi. Et donc, moi, c'est la même chose. Tu me demandes qu'est-ce que c'est mon objectif? Mon objectif, c'est d'être milliardaire. Je vais te le dire. Et pourquoi je devrais mentir, faire l'hypocrite? C'est ça qui m'énerve, en fait. Si les gens aujourd'hui ne connectent pas avec l'idée que moi j'ai l'objectif d'être milliardaire, je chie à personne avec ça, c'est juste mon truc, c'est toi qui es en train de regarder la vidéo, tu vois, on t'a pas forcé à cliquer. Si ça t'énerve, c'est ton problème. Et du coup, tu viendras pas me voir dans la rue, tu m'écriras pas, t'achèteras pas mes trucs, et c'est pas grave. Il y a 8 milliards de personnes sur Terre, des personnes qui sont pas comme moi, j'ai pas besoin qu'ils soient d'accord avec moi. Et donc je vais pas changer ce que je pense pour ne pas perturber quelqu'un qui n'est pas comme moi, en fait. Non, en fait, c'est juste qu'en France, la réalité, c'est que les gens ont peur. Ils ont peur de parler d'argent parce que ils ont peur de se faire cambrioler, de se faire suivre. Et en France, il y a un vrai problème, je pense, là-dessus. Ouais. On a un peu parlé de MrBeast. MrBeast, il utilise aussi beaucoup son image pour des œuvres caritatives, pour aider les gens. Est-ce que ça fait partie aussi de ce que tu veux faire? Aujourd'hui, tu as une énorme audience. Est-ce que tu as des projets J'ai une fondation depuis plusieurs années au Nigeria. En fait, ce qu'on fait, c'est j'ai une école où on leur apprend à utiliser l'IA, utiliser tout ce qui est data science, et, la crypto. D'accord. C'est là où tu avais offert des ordi, non? Ouais, c'est ça. Incroyable, j'avais vu. Incroyable. Je leur donne des ordinateurs aux meilleurs étudiants, on les motive, on a des profs, etc. Donc, ouais, c'est très stylé. Et mon but, c'est de le faire de plus en plus. D'accord. De continuer ce genre de projet. Ouais. Alors, Mélissa, Ruben, Yomi, comment vous voyez l'évolution de cette incarnation du personal branding dans les 10-15 prochaines années? Selon vous, comment ça va évoluer? Alors moi, je pense qu'on pourra toujours, en tant que marque, réussir sans forcément être incarné par quelqu'un. Maintenant, ça reste prédominant et finalement, tu vas toujours plus acheter un visage que... Enfin, tu achèteras la marque beaucoup plus si elle est incarnée. Donc, in fine, je pense qu'on va continuer d'accélérer, mais ce ne sera pas le seul chemin pour vendre ta marque demain. Alors, je pense que l'incarnation des marques et des business va être extrêmement importante, mais je ne pense pas qu'elle sera faite par des humains. Oui, t'as raison. Parce que, alors je sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, mais sur TikTok, ça commence à arriver. Ouais.
Moi, j'en parle depuis Les avatars. plusieurs mois. Mhm. Où en fait, t'as des avatars et t'as même, tu vois, des micro-trottoirs dans la rue où t'as un mec qui dit une énorme dinguerie. Et en fait, c'est pas vraiment un mec, c'est une IA. Et donc, du coup, on parlait plutôt de ce truc de t'as pas envie de te créer une mauvaise image pour être viral. Les IA, elles en ont rien à faire. Donc, en fait, tu peux créer un personnage digital qui va dire les plus grosses dingueries qui vont du coup être complètement virales et faire énormément de vues. Et en fait, du coup, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la plupart des créateurs de contenu qui réussissent, c'est des personnes qui se montrent, qui ont pas peur de montrer leur tête, d'aller devant la caméra, etc. Mais t'as énormément de personnes, en fait, qui ont l'intelligence, le storytelling, qui savent ce qu'il faut dire, etc. C'est juste qu'ils n'ont pas envie de se montrer. Donc, moi, je pense que c'est eux qui vont gagner. Parce que aujourd'hui, ce qui a de la valeur, c'est de se montrer, être charismatique, savoir bien parler, etc. Ça, je pense que ça va disparaître parce que tu vas pouvoir créer des gens qui parlent encore mieux que toi, qui sont dans des décors de fous, etc. Et donc, ce qui va compter, c'est plus ce que tu dis. Mais le truc, c'est que ce que tu dis, ça peut être écrit par l'IA aussi. Et donc, au final, ce qui va compter, c'est le goût. Et c'est ce que je disais avant. Je fais plein de prompts et moi, mon travail, c'est de sélectionner les bonnes phrases. C'est ça qui va compter. C'est savoir sélectionner les bonnes phrases, les bonnes idées de vidéos, etc. C'est plus écrire les scripts, c'est plus parler devant la caméra. L'IA ne va pas disrupter les créateurs, mais c'est les créateurs qui sauront bien utiliser l'IA qui vont se démarquer. Ouais, en fait, ceux qui vont gagner, c'est des comment est-ce qu'on pourrait les appeler, les directeurs de films pour les réseaux sociaux à l'IA, quoi, à la sauce IA. En fait, t'es un espèce de, faut te voir comme un directeur et tu vas prompter ton chat GPT, prompter ton modèle de création de vidéo, tu vas assembler les trucs, tu auras peut-être même un logiciel qui te permet de faire le montage à ta place, et en fait, tu vas sélectionner les bons contenus et les mettre sur les réseaux. C'est ça qui va fonctionner. Ça, et je pense que ça va être très rapide. Ça, dans les 2, 3, 4 prochaines années, ça va être là en grande quantité. Tout en restant authentique avec ta personnalité derrière. Ouais, mais en fait, ce qui va se passer, je pense, c'est qu'il va y avoir on va vraiment créer des personnalités, des avatars qui auront des personnalités. C'est-à-dire que si moi aujourd'hui j'ai le tech show, tu vois, je peux mettre un avatar, je vais l'appeler Jean-Marc, il aura les cheveux bleus et en fait il aura sa propre personnalité, il dira ses propres trucs et c'est lui qui aura les abonnés. Ouais. Je suis en grande partie d'accord avec toi, mais si je compare à d'autres IA plus anciennes, je me dis quand même que il y a certaines personnes qui vont vouloir continuer à avoir quand même des humains. Ouais. Pourquoi ? Parce que si je regarde, on a beaucoup parlé jeux d'échecs aujourd'hui, et aux échecs par exemple, même si tu as aujourd'hui une IA ultra puissante qui a un meilleur niveau que Kasparov ou que Magnus Carlsen, il n'en demeure pas moins que tu vas sur chess.com, les gens veulent jouer avec des humains. Ouais. Et je pense que sur les avatars, il va y avoir la même chose. Il va y avoir des avatars qui vont cartonner, mais on va aimer quand même continuer à aussi te suivre parce que on est attaché à toi et que il y a quand même des choses que tu apportes que l'IA dans ton quotient émotionnel que l'IA n'apportera pas. Moi, je pense que effectivement, les avatars vont exploser et le marketing automation vidéo va exploser. Même s'il y a déjà des gens qui monétisent très bien l'automatisation des vidéos en chopant des trucs qui buzzent et en les mixant, ils se font des petites rentes. Mais je pense qu'il va y avoir une cohabitation entre les deux. Ce que dit Yomi, c'est absolument vrai et ça fait flipper. Mais c'est la réalité, c'est qu'en fait, on va être inondé de création IA. Maintenant, je pense que l'étape d'avant, sur les 5 prochaines années, 10 prochaines années, tu veux ouvrir ta pharmacie, tu veux être médecin, tu veux être avocat, tu veux être chauffeur Uber, tu veux être acteur. La référence, ça va être le contenu que tu crées. Et je pense toujours que si tu veux exister, tu devras créer. Maintenant, la question, c'est est-ce que tu seras obligé de te montrer ? Je ne pense pas. On voit d'ailleurs un Hugo Décrypte qui a fait un pivot assez remarquable. C'est que maintenant, dans ses informations, il apparaît même plus. Il le fait doucement. C'est-à-dire, au début, c'était son visage. Maintenant, c'est sa voix. Et je pense que bientôt, il y aura quasiment plus rien. Donc, je pense que vraiment, sur les 5-10 prochaines années, tu veux exister, tu dois créer. Et je pense que pendant ces 10 ans, il va y avoir l'arrivée énorme de création d'IA et voir comment ça va se matérialiser réellement. Mais oui, je pense qu'on va créer, tu vois, exactement, c'est le bon exemple. Pour le Tech Show, il y aura un petit égérie, ça va être un avatar. Ça va être une personne qu'on va inventer de toutes pièces. À qui on va donner vie et qui sera l'ambassadeur de ce Tech Show en fait. Pour combiner ce que vous avez dit les deux, en fait, je pense que c'est le moment, c'est genre le dernier moment maintenant C'est la dernière vidéo. où tu peux vraiment te créer une personal brand et en fait je pense qu'elle va pouvoir rester après parce que tu vois les gens ils auront déjà connecté avec toi
Et donc, ils auront cette connexion humaine et ils C'est vrai, ont en envie fait, de continuer. je sais plus Mais comment dans 5 ans, quand ouais. tu es en compétition avec des créateurs IA, C'est mort, c'est parce que moi, je l'ai déjà fait. Hein, je peux aujourd'hui créer 500 vidéos par jour en automatique avec l'IA. Alors, tu fais un workflow avec l'IA et donc, tu as un nombre de vidéos qui est posté qui est énorme. C'est-à-dire que si je crée, je sais pas, Joshua avec les cheveux bleus, là, mon petit avatar, lui, il peut poster des vidéos en continu sur tous les sujets à l'infini, etc. Donc ça va augmenter la concurrence sur les réseaux sociaux de manière disproportionnée. Donc maintenant, tu as l'opportunité de percer. Une fois que les gens sont connectés avec toi, en fait, tu as un edge, quoi. Tu peux rester en place. Ta notoriété, on peut pas te On l'enlever. peut pas te l'enlever. Elle descend petit à petit si tu fais rien, mais les gens se souviennent de toi. Et donc ça, je pense que si vous êtes quelqu'un aujourd'hui qui regarde cette vidéo, qui hésite au fait de créer du contenu, je commencerai genre vraiment maintenant. Tout de suite. Ok. Vous éteignez l'ordi et vous Ce commencez. soir. Ouais. Plus on attend, plus c'est dur. Bien sûr. Ok. Merci infiniment. Ouais, Merci incroyable. beaucoup. Merci à Yomi. C'était Merci passionnant, pour comme d'habitude. l'invitation. Merci T'as beaucoup. été vraiment, t'as énormément partagé. T'as fait preuve de beaucoup de partage. C'était vraiment exceptionnel d'échanger avec toi, comme toujours. Je sais pas ce que vous en pensez. Oh non, mais moi j'ai beaucoup Mélissa aimé et Ruben. l'échange. Ouais. Merci infiniment. Merci à tous. On remercie bien sûr toutes les équipes du Crayon, Vanessa, Amélie, qui nous ont énormément aidés sur la création de ce nouveau Tech Show. Et on vous dit à très bientôt et surtout, restez connectés.